Nigeria, une adolescente de 14 ans accusée d'avoir tué son mari, de plus de 20 ans son aîné, encourt la peine de mort. Ce procès a provoqué une polémique sur le mariage des mineurs dans le pays. Au Kenya, des manifestants se sont réunis dans le centre de Nairobi ce mardi pour réclamer plus de sécurité dans le pays. C'est suite aux attaques de ce week-end qui ont tué 28 non-musulmans. Et puis en Sierra Leone, des personnels de l'équipe de lutte contre Ebola ont été licenciés pour avoir abandonné des corps dans les rues. Ils manifestaient pour réclamer le paiement de leurs primes de risque. C'est un plaisir de vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs. À nouveau, bonjour. Nous démarrons ce journal par les nouvelles en provenance d'Haïti. Des milliers de personnes ont manifesté sans incident ce mardi à Port-au-Prince pour demander la démission du président Michel Martelly. C'était à l'appel des partis de l'opposition qui soupçonnent le président haïtien de vouloir se débarrasser du Parlement pour diriger seul le pays par décret. Les manifestants qui portaient des pancartes réclamant la tenue d'élections démocratiques et honnêtes ont également exigé la libération de militants de l'opposition incarcérés par la justice haïtienne. Les mandats de la Chambre qui compte du moins 99 députés et de 10 sénateurs prendront fin le 12 janvier prochain et la non-tenue de ces élections pourrait provoquer un vide constitutionnel, laissant ainsi la voie libre au président Michel Martelly pour diriger seul le pays. À la tête de l'Haïti depuis plus de 3 ans, le président Martelly n'a pas réussi à organiser des élections pour renouveler le Parlement et élire les responsables locaux. Face à l'impossibilité d'organiser des élections avant la fin de l'année, le président Michel Martelly avait ouvert une série de consultations dans le but de proposer une solution de sortie de crise. Mais ces consultations ont été boudées par les principaux partis de l'opposition. Les États-Unis à présent, la ville de Ferguson a connu mardi soir une deuxième nuit agitée suite à la décision du jury de ne pas poursuivre le policier blanc qui a abattu le noir américain Michael Brown. D'autres manifestations spontanées de protestation ont également éclaté dans plusieurs autres villes des États-Unis. Pour l'instant, aucun acte de violence n'est à déplorer. Reportage. Nouvelle nuit agitée à Ferguson au lendemain de la décision du grand jury populaire d'exonérer le policier blanc ayant abattu en août le jeune noir. Quelques dizaines de manifestants ont encore investi les abords du commissariat de police pour réclamer que justice soit rendue à Michael Brown. Face à eux, des agents anti-émeutes dont l'effectif a été triplé. Devant les maisons, les commerces et une centaine de lieux clés, 2200 membres de la garde nationale ont été déployés en réponse aux actes de vandalisme enregistrés dans la ville. Ils ont détruit toutes nos vitrines, volé la caisse enregistreuse, pris tout ce qui nous était cher. Des actes fermement condamnés par le président américain lors d'un discours à Chicago. Brûler des bâtiments et incendier des voitures, la destruction des propriétés privées, mettre des gens en danger. Tout cela est destructeur et il n'existe aucune excuse pour cette violence. Ce sont des actes criminels et ceux qui commettent des actes criminels doivent être poursuivis en justice. Mardi soir, plusieurs manifestants réclamant justice pour Michael Brown ont été interpellés à New York, l'une des villes touchées par des mouvements spontanés de protestation. Des centaines de manifestants sont également descendus dans les rues de Los Angeles, Boston, Philadelphie, Nashville et bien d'autres. Sur le continent africain à présent, plus précisément au Nigeria, une adolescente de 14 ans accusée d'avoir tué son mari de plus de 20 ans, son aîné, en l'empoisonnant avec de la mort au rat, encourt la peine de mort. Le procès de Wassila Tassiou, c'est son nom, originaire d'une famille pauvre du nord du pays, a provoqué une polémique sur le mariage des mineurs et sur le consentement dans cette région majoritairement musulmane. Reportage. Le parquet de la haute cour de Gezawa, en périphérie de Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, a déposé une plainte contre Wassila Tassiou, selon laquelle la jeune fille est accusée d'homicide volontaire pour le meurtre d'Oumar Sani, âgé de 35 ans, 2 semaines après leur mariage en avril dernier. Selon le procureur Lamido Abbas Ondinki, cette accusation est passible de la peine de mort et le parquet est prêt à requérir contre la jeune fille. Wassila Tassiou est arrivée au tribunal le jeudi dernier, escortée par 2
deux policiers. Elle a refusé de répondre quand on lui a demandé si elle avait compris les charges qui pesaient contre elle après la lecture de l'acte d'accusation rédigé en anglais et qui lui a été traduit en Haoussa par son avocate. La cour constate qu'elle plaide non coupable, a déclaré le juge Mohamed Yahaya, considérant le silence de l'accusé comme équivalent à un déni avant d'ajourner le procès jusqu'à ce mercredi 26 novembre. De nombreux défenseurs des droits de l'homme, notamment dans le sud du Nigeria, majoritairement chrétiens, ont demandé la libération immédiate de Wassila Tassiou, mettant en avant le fait que les rapports sexuels qu'elle a eus avec son mari peuvent être considérés comme des viols, car une adolescente de 14 ans ne pouvant être consentante. Mais dans le nord du Nigeria, où la charia, la loi islamique, est appliquée en parallèle au code pénal, la question du consentement des mineurs est complexe. Les familles des époux ont toutes deux nié que Wassila Tassiou a été mariée de force et ont rappelé que dans cette région, les filles se marient fréquemment à l'âge de 14 ans et que son mariage était conforme aux coutumes locales. Rappelons que selon la loi nigériane sur le mariage, toute personne âgée de moins de 21 ans peut se marier si elle a le consentement de ses parents. Toujours au Nigeria, plus de 45 personnes ont été tuées ce mardi dans un double attentat suicide. Les deux explosions ont été provoquées par deux femmes dans un marché populaire de Maïdougouri, fief historique du groupe islamiste armé Boko Haram dans le nord-est du pays. La capitale de l'état de Borno, qui fut un temps le théâtre d'attaques quotidiennes du groupe islamiste, avait été épargnée par des attentats ces 5 derniers mois. Reportage. Selon Dogara Cheou de l'équipe médicale de Maïdougouri, plus de 45 personnes ont été tuées, dont certaines ont été complètement décapitées. Un récit qui concorde avec celui de plusieurs autres témoins. Un responsable des services de secours nigériens a pour sa part confirmé que beaucoup de personnes ont été tuées sans pouvoir donner de bilan plus précis. Selon une source sécuritaire de haut rang basée à Maïdougouri, il s'agit d'attentats suicides impliquant deux femmes. La première, kamikaze, était postée près d'un rickshaw, le triporteur à moteur très utilisé dans le pays rempli de marchandises. Après avoir répondu à un appel, elle a ensuite fait tomber son portable et s'est fait exploser, laissant croire aux témoins que la bombe avait été cachée à l'intérieur du rickshaw. Près de 10 minutes plus tard, une autre femme qui avait l'air d'avoir 19 ans et qui transportait ce qui ressemblait à un bébé sous son hijab a déclenché une bombe sur son dos, a ajouté la même source sécuritaire. Au moment où la deuxième kamikaze s'est fait exploser, une foule s'était amassée sur les lieux du premier attentat suicide pour porter secours aux victimes. Précisons que le 1er juillet dernier, le Monday Market avait déjà été la cible d'un attentat à la bombe attribué à Boko Haram dans lequel au moins 15 personnes avaient péri. Le médecin congolais Denis Mukwege, connu pour son engagement à soigner dans sa clinique de Bukavu les femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo, reçoit ce jour son prix Sakharov 2014, décerné par le Parlement européen à toute organisation ou personnalité ayant milité pour le respect des droits humains. Ce prix lui sera remis ce mercredi à Strasbourg. Dans un entretien accordé à nos confrères de l'AFP, Denis Mukwege revient ici sur sa lutte pour la dignité des femmes. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Les femmes qui s'est présentées à l'hôpital, je n'avais pas le choix, il fallait les prendre en charge. Et malheureusement, quelque chose qui avait commencé très doucement, après ça a pris une ampleur d'une épidémie. Et aujourd'hui, c'est regrettable de voir que 15 ans après, on est toujours presque au même point. Je crois que le courage des femmes congolaises est vraiment de soutien, mais aussi une inspiration quotidienne qui nous fait continuer ce que nous faisons malgré le danger et malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Leur courage nous amène à braver toutes ces difficultés. Je n'ai plus de vie sociale, je vis à l'hôpital avec ma famille, je travaille à l'hôpital. Au Congo, nous pensons que c'est un modèle qui peut aller au-delà de l'hôpital et nous avons déjà commencé à faire cette extension en Afrique et peut-être si on a une porte avec les femmes afghanes, peut-être elles pourront bénéficier également d'un tel modèle.
La Sierra Leone à présent, des personnels de santé impliqués dans la lutte contre l'épidémie Ebola à Kenema, dans l'est du pays, ont été licenciés pour avoir abandonné des corps dans les rues. Ces membres des équipes anti-Ebola chargées de récupérer les corps et de les enterrer ont observé lundi dernier une grève d'une journée pour réclamer le paiement de leurs primes de risque. Reportage. En signe de protestation, certains membres des équipes anti-Ebola ont transporté des corps d'une morgue pour les abandonner dans les rues devant des bureaux de responsables du secteur de la santé. Selon des résidents de Kenema, une trentaine de personnes seraient impliquées dans le mouvement. Le chef du Centre national de lutte contre Ebola, Paulo Conte, a évoqué un mouvement d'humeur de volontaires du ministère de la Santé chargés des opérations d'enterrement à Kenema qui ont déplacé des corps pour revendiquer de l'argent. Selon lui, les grévistes ont ignoré la dignité et le respect dû aux morts. Je ne suis pas content du fait qu'ils arrêtent de travailler, mais cela est inacceptable. Nous allons les payer jusqu'à ce vendredi, mais nous n'avons plus besoin de leurs services, a déclaré Paulo Conte devant la presse ce mardi à Freetown, la capitale. Ils ont été remplacés par des militaires qui ont pris la direction des opérations d'enterrement et travailleront en collaboration avec des équipes de civils de la Croix-Rouge qui formeront d'autres groupes pour ces mêmes missions, a-t-il ajouté. Le 12 novembre dernier, plusieurs dizaines d'employés locaux d'une clinique gérée par Médecins sans frontières près de la ville de Bo, dans le sud-est du pays, avaient également observé une grève de 2 heures de temps pour réclamer le paiement de primes de risque. D'après le ministère sierra-léonais de la Santé, les primes de risque des personnels de santé peuvent atteindre jusqu'à 500 000 léones, soit environ 91 €. Avec 1267 morts sur les 6190 cas enregistrés, la Sierra Leone est le deuxième pays le plus affecté par Ebola après le Libéria et avant la Guinée, d'où est partie l'épidémie fin décembre 2013, d'après le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le Kenya à présent, des manifestants se sont réunis dans le centre de Nairobi ce mardi pour demander plus de sécurité dans le pays après l'attaque qui a tué 28 citoyens non musulmans le week-end écoulé. En effet, les critiques se multiplient au Kenya pour dénoncer la passivité du gouvernement face à la multiplication des attentats contre le pays, des attaques qui se sont intensifiées depuis que le Kenya a envoyé son armée dans le sud somalien à la poursuite des islamistes Shebab. Reportage. Dans le centre de la capitale Nairobi, une centaine de personnes ont manifesté mardi pour réclamer des actions concrètes au gouvernement en matière de sécurité. Dans le principal complexe gouvernemental, les manifestants chantant des slogans hostiles à la police ont exprimé leur ras-le-bol, d'autres ont agité des croix en bois représentant les victimes des différentes attaques et appelé à la démission du chef de la police kenyane et du ministre de l'Intérieur. À chaque fois, nous avons peur. Nous avons peur pour notre sécurité parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On veut que le gouvernement nous montre qu'il fait quelque chose. Nous en avons assez des forces de défense kenyanes qui se battent contre nous Kenyans plutôt que d'aller sur le terrain. Une armée est censée protéger son peuple, non pas de brutaliser ou de le marginaliser. Nous sommes fatigués et nous voulons un changement. Les Kenyans perdent peu à peu la confiance en leur gouvernement parce qu'il ne fait que de la rhétorique. Ils parlent, mais on ne voit rien dans les faits. Nous avons 28 personnes qui ont été tuées dans un bus et ce bus est passé par plusieurs points de contrôle et il ne s'est rien passé. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous devons protéger les vies de tous les Kenyans. Cette manifestation est déclenchée par la dernière attaque des Shebab qui a visé samedi un bus près de la ville de Mandera, frontière de la Somalie, et qui a fait 28 morts. Le commando islamiste a séparé les 60 passagers du véhicule en 2 groupes, musulmans et non musulmans, avant d'exécuter froidement les hommes et femmes non musulmans d'une balle dans la tête. 24 des 28 victimes étaient des professeurs, 3 autres des médecins, selon des sources proches de l'enquête. Depuis, 6 syndicats de médecins, dentistes et enseignants ont conseillé à leurs militants de quitter la région tant que les autorités kenyanes ne seraient pas capables d'assurer la sécurité. Cet appel des syndicats à quitter la région risque de créer une sérieuse crise de la santé, des services publics et de l'éducation. Et pour cause, plus de 25 000 enseignants, médecins et fonctionnaires travaillent dans la région menacée. Voilà, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information se poursuit sur notre site internet www.sikatv.info.